Citoyennes, citoyens, bonjour et bienvenue dans ce nouveau dossier de l'espace. Il y a quelques mois, on vous a présenté dans 2 vidéos les lauréats 2024 du programme NIAC de la NASA. Le programme NIAC regroupe des innovations de rupture, des inventions qui pourraient considérablement changer la manière dont on explore le système solaire ou dont on observe le cosmos. Les équipes qui ont remporté les prix reçoivent une petite enveloppe de la NASA avec laquelle ils peuvent développer leurs idées. Ils ont ensuite l'opportunité de présenter à nouveau une candidature pour entrer en phase 2. Et justement, la NASA vient de révéler les lauréats 2024 de la phase 2 du programme NIAC. Il s'agit de 6 innovations qui vont recevoir des récompenses encore plus grosses, jusqu'à 600 000 $. Les équipes qui les ont développées ont ainsi une chance d'approcher une phase opérationnelle. Et justement, certaines de ces innovations correspondent à des objectifs que la NASA s'est récemment donnés. Souvenez-vous, on a discuté ces dernières semaines d'un contrat que l'agence spatiale américaine a accordé à Northrop Grumman. L'entreprise a été chargée de concevoir un système de rails lunaires, une infrastructure qui permettrait de transporter du fret et des passagers sur notre satellite. La première récompense NIAC que nous allons explorer aujourd'hui est justement sur cette thématique. Une équipe du JPL a ainsi mis au point un système de transport lunaire automatique que l'on pourrait assimiler à un train. Il porte le nom de Float, pour Flexible Levitation on a Track. Comme on l'entend dans le nom, il s'agit d'un système de lévitation magnétique. Il repose sur un rail ou une piste constituée d'un film flexible en 3 couches. La première couche serait une couche de graphite. C'est elle qui permettrait au wagon de léviter via un processus dénommé lévitation diamagnétique. Ce phénomène permet une lévitation passive. Lorsqu'ils sont exposés à un champ magnétique, les matériaux diamagnétiques produisent un champ secondaire dans la direction opposée, repoussant ainsi la source du champ magnétique primaire. La seconde couche du matériau flexible comporterait des circuits électriques capables de produire une poussée magnétique pour orienter les wagons dans la direction voulue. La troisième couche, enfin, serait composée de cellules photovoltaïques pour produire du courant au cours des journées lunaires. L'ensemble du rail tiendrait ainsi dans un matériau suffisamment flexible pour être enroulé et déroulé sur les trajets voulus. On pourrait ainsi rapidement mettre en place un rail lunaire entre 2 destinations. Des robots pourraient l'emprunter et ainsi se préserver d'un contact avec la poussière lunaire. Un tel système n'aurait en effet aucune partie mobile et posséderait certainement une grande longévité. Les performances seraient en revanche modestes. Le pouvoir de lévitation des matériaux diamagnétiques ne permet pas des chargements de plusieurs tonnes. Il faudrait viser quelques dizaines de kilos tout au plus. La vitesse de déplacement serait également faible, environ 50 cm par seconde. Avec plusieurs véhicules et un fonctionnement 24 heures sur 24 pendant les journées lunaires, il devrait cependant être possible de déplacer des tonnes de charges utiles sur plusieurs kilomètres, qu'il s'agisse de glace, de régolithes ou d'appareils divers. Le gros avantage d'une telle infrastructure, c'est qu'elle ne nécessite presque aucun travaux. Tout juste, faut-il un peu aplanir la piste sur laquelle on va dérouler le rail. Les auteurs de la proposition estiment ainsi que Float pourrait être déployé dès les années 2030. Ce qui correspond bien aux ambitions affichées par la NASA pour sa future base lunaire. Grâce à la récompense de la phase 2, l'équipe qui s'occupe de Float va pouvoir concevoir un prototype à taille réduite et le tester sur un analogue du régolithe lunaire. Ce sera peut-être suffisant pour convaincre la NASA qu'il y a là une idée qui vaut le coup d'être exploitée. Sur la Lune et ailleurs dans le système solaire, l'exploration est souvent limitée par les quantités d'énergie disponibles. On a déjà évoqué à maintes reprises sur la chaîne les différentes solutions possibles, leurs avantages et leurs inconvénients. Aujourd'hui, il n'y a guère que 2 technologies pour alimenter les missions spatiales, les panneaux solaires et les RTG. Des réacteurs nucléaires seront probablement développés dans les toutes prochaines années, mais ils ne conviendront pas à toutes les applications. La seconde innovation qu'on va évoquer est une proposition ingénieuse pour exploiter l'énergie des matériaux radioactifs, même à l'échelle d'un CubeSat. On sait le faire aujourd'hui à travers les RTG, ceux-ci sont cependant peu efficaces et relativement massifs. Ils peuvent convenir à un grand rover ou à une sonde de plusieurs tonnes en partance vers les planètes géantes. Mais pour étendre leurs usages, il faudrait que les RTG soient beaucoup plus puissants et moins lourds. C'est exactement ce que compte rendre possible une équipe du Rochester Institute of Technology. Ils espèrent exploiter un nouveau mécanisme de conversion de la chaleur en électricité, en passant par ce qu'ils nomment une cellule thermoradiative.
Celle-ci peut être grossièrement décrite comme un panneau solaire qui fonctionne à l'envers. Elle convertit de la chaleur en rayonnement infrarouge en produisant de l'électricité au passage. À partir de galets de plutonium-238, l'isotope qu'on utilise dans les RTG, il est possible de concevoir une cellule qui, à masse égale, produit 4,5 fois plus d'électricité. On peut ainsi exploiter la technologie pour concevoir des RTG tout petits ou plus puissants que ceux que la NASA possède déjà. Ce progrès a déjà été démontré en phase 1 du programme NIAC. En phase 2, l'équipe veut montrer qu'il est possible de pousser ce gain de production encore plus loin. En exploitant des nouveaux matériaux et des nanotechnologies, ils pensent être capables de mettre au point une cellule 25 fois plus efficace qu'un RTG classique. C'est le type de source d'énergie qui permettrait par exemple de mener une mission de type CubeSat au niveau de l'orbite d'Uranus, avec une source d'énergie suffisante pour des communications longue distance et l'alimentation de plusieurs instruments. Le potentiel d'une telle technologie a de quoi séduire tant l'énergie dans l'espace est un casse-tête qui restreint toutes les applications. Allez, passons maintenant à un sujet qui nous fait tous rêver, un système de propulsion qui pourrait rendre les voyages interplanétaires beaucoup plus courts. C'est le sujet sur lequel a travaillé l'entreprise House Industries avec leur concept de moteur à plasma pulsé. Ce dernier fonctionne de la manière suivante. Un projectile d'uranium faiblement enrichi est propulsé à travers un tube constitué du même matériau. Alors que le projectile traverse le tube, les réactions de fission se mettent en place et désagrègent le projectile, le convertissant en plasma. En moins d'1 seconde, le projectile passe de l'état solide à une boule de plasma ultra chaude. Celle-ci est alors accélérée et orientée par une tuyère magnétique en sortie de tube. Avec un rythme d'opération d'un projectile par seconde, il devrait être possible d'obtenir une poussée de 10 tonnes et un ISP de 5000 secondes. Des performances extraordinaires qui permettraient d'atteindre Mars en quelques semaines, ou de déployer un observatoire au niveau du point de focale du Soleil à 550 unités astronomiques de notre astre. La promesse est belle et la NASA y croit suffisamment pour faire passer le concept en phase 2. Au cours de celle-ci, l'équipe qui a développé ce moteur devra mettre en place une expérience de preuve de concept et réaliser le design préliminaire d'un vaisseau martien. Bon, pas certain qu'on verra un tel mode de propulsion très rapidement. Commençons déjà par des moteurs nucléaires thermiques classiques, avant d'essayer de tirer des boules de plasma d'uranium enrichi pour aller explorer les étoiles. Pour aller explorer les destinations lointaines, on peut aussi prendre son temps. Par exemple, en utilisant une voile solaire. Avec ce mode de propulsion, il n'y a même pas besoin d'embarquer son carburant. Seulement les voiles solaires accélèrent lentement, et il ne faut pas y accrocher des charges utiles trop lourdes. C'est cependant un problème qui saute si la voile solaire est elle-même la charge utile. S'il est possible de la transformer en un capteur efficace capable de produire un retour scientifique. C'est ce que compte faire notre 4e lauréat du jour, une équipe qui nous vient du Centre Spatial Goddard de la NASA. Plutôt que d'accrocher un CubeSat à une voile solaire et d'essayer d'y placer quelques instruments, ils se sont demandé comment transformer la voile elle-même en instrument. Pour y parvenir, ils ont imaginé la parsemer de boîtes quantiques, des nanostructures aux propriétés très spécifiques. On en trouve par exemple dans les panneaux solaires à haut rendement ou dans certaines applications médicales. Une voile solaire ainsi préparée pourrait se comporter comme un immense spectromètre capable de réaliser des mesures à un coût très faible. De telles voiles pourraient être lancées dans toutes les directions, en charge utile secondaire d'autres missions. Grâce à leur récompense de phase 2, l'équipe va mener une étude de faisabilité sur une mission à destination de Neptune et Triton exploitant leur concept. Peut-être pourra-t-on voir une preuve de concept directement dans l'espace dans les années qui viennent. On passe maintenant à des solutions qui concernent l'astronomie. La NASA pense déjà à ce qu'elle devra mettre en place après James Webb et elle pourrait choisir de se tourner vers des solutions non orthodoxes. Auquel cas notre 5e lauréat du jour formerait un excellent candidat. Pour faire mieux que James Webb, il faudrait un plus grand miroir. Seulement, même avec le Starship, créer des miroirs de plus de 10 mètres est un véritable défi d'ingénierie. Sauf peut-être si on change complètement la méthode de fabrication. Une équipe du centre de recherche d'Ames pense ainsi que les miroirs des prochains grands télescopes devraient être liquides. Des travaux allant dans ce sens ont déjà été menés sur Terre et même parfois à bord de l'ISS. Il semble être possible de façonner des miroirs liquides extrêmement précis à partir de certains matériaux tels que le mercure. Il faut être capable d'entraîner le liquide dans une géométrie précise en 0G, ce qui constitue le principal défi d'une telle application.
En revanche, si on y parvient, il doit être possible de façonner des surfaces dont les imprécisions font moins d'1 nanomètre. On peut par ailleurs voir très grand avec des miroirs allant jusqu'à 50 mètres de diamètre, de quoi imager des exoplanètes de la taille de la Terre ou des étoiles de population 3. Avec leur récompense de phase 2, l'équipe d'Ames va pouvoir continuer un important travail de simulation pour comprendre quel matériau serait le plus intéressant et comment leur donner la forme voulue pour un observatoire spatial. Si leurs travaux débouchent, l'astronomie pourrait trouver l'outil qui lui offrira son prochain grand bond en avant. Notre dernier lauréat du jour propose une solution d'observation qui permettrait d'ouvrir une toute nouvelle fenêtre sur l'univers. C'est une méthode pour observer les ondes radio de basse fréquence. Ces dernières ne sont pas observables depuis la Terre car elles sont filtrées par la ionosphère. Leur longueur d'onde peut se compter en dizaines de mètres, voire en kilomètres. Les petits radiotélescopes qu'on peut espérer déployer dans l'espace ne sont donc tout simplement pas assez grands pour y être sensibles. La solution pourrait consister à déployer un immense interféromètre constitué de milliers de smallsats. C'est le projet poussé par une équipe du MIT qui vient d'être récompensé par la NASA. À l'époque des méga-constellations, les outils industriels sont déjà en place pour concevoir un projet de ce type. Un tel interféromètre serait sensible au champ magnétique des exoplanètes les plus proches. Il pourrait ainsi offrir un point de vue inégalable sur l'habitabilité de certaines d'entre elles. Le gros défi d'un tel système se trouve dans la coordination. Les satellites individuels n'ont pas besoin de technologies révolutionnaires. Être capable de les faire fonctionner tous ensemble comme une immense antenne est en revanche beaucoup plus complexe. Grâce à leur récompense, l'équipe du MIT va travailler sur une architecture autonome capable de piloter jusqu'à 100 000 satellites. Ils espèrent être capables de mettre en place une feuille de route qui rendrait le projet possible d'ici 10 à 20 ans. Voilà un autre projet qui permettrait à l'astronomie d'entrer dans une nouvelle ère. Nous voici en tout cas arrivés au bout de ce dossier de l'espace. Je vous invite à partager vos questions et vos remarques dans les commentaires. Nous y répondrons dans une prochaine vidéo. Vous pouvez consulter la description pour retrouver nos sources et nos réseaux sociaux. Quant à nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau DNDE. Et d'ici là, citoyennes, citoyens, portez-vous bien.